Série Mania jour 6, bonjour. Qui imite l'autre, la vie ou les séries? Tandis que les jours défilent et que les séries s'enchaînent, parfois on se demande. On en parle aujourd'hui avec un jeune acteur dont la vie est devenue une fiction avant de redevenir lui aussi à son tour un héros de fiction. Et du côté des critiques, on verra comment la vie inspire les séries. Un invité, des critiques, du public, je suis Renan Cros. Bienvenue à Série Mania. Comment est votre karma? Car celui de mon invité aujourd'hui est vraiment au top. On l'avait découvert dans Askip, la série à succès, et à peine le temps d'un long séjour du côté du château de Dame-Marie-Lélis que le voilà de retour en héros de Karma, trop jeune pour se taire, véritable phénomène de série pour ados. Il est en pleine tournée sold out avec ses camarades de la Star Academy, mais aujourd'hui il est à Lille et on est très content. Bonjour Bastien. Merci pour cette introduction. Comment ça va? Sympa. C'est vraiment la question qu'on se pose parce que là vous faites tellement de choses. Ça va super, franchement. Je suis trop content. C'est ce que je dis à tout le monde autour de moi, c'est que je vis mon rêve, donc je suis trop content de tout ce qui se passe. Je suis content d'être ici aujourd'hui aussi. À Lille, ça va être la fête, puisqu'avec toute l'équipe donc, de Karma, vous allez rencontrer les fans. C'est quel moment, ça? Franchement, c'est comme une célébration, parce que on a été... j'étais au château de Dame-Marie-Lélis pendant 3 mois. Il paraît, j'ai cru comprendre. Et donc, du coup, on est dans une bulle. Et donc là, c'est un peu le moment, du coup, d'aller rencontrer le public qui nous a suivis. Et là, en l'occurrence aussi, qui a pu aussi voir la série Karma. Et ça fait plaisir d'avoir des retours sur la série. Parce que c'est vrai que on s'est investi. Donc d'avoir des retours positifs et des gens en qui ça a résonné, ça fait plaisir aussi. La série est un vrai succès, hein. Vous avez fait exploser la plateforme France.tv. Ça vous a surpris? En fait, les gens attendaient un spin-off, parce qu'on va le dire, c'est une série dérivée de Askip. Ça veut dire que les gens attendaient le retour de toute la bande? C'est ça, en fait. C'était ma première série, mon premier projet quand j'avais 18 ans, Askip. Et donc voilà, ça se passait au collège. Et là, on est sur un format plus mature, avec des intrigues qui sont plus poussées sur des formats plus longs. Et donc c'est trop cool que les gens, non seulement il y ait des gens qui aient pu voir un spin-off de la série qu'ils ont aimé, mais aussi des gens qui ont pu découvrir la série sans contexte, parce que c'est tout à fait possible aussi, ça se regarde sans forcément regarder Askip, mais les deux sont cool. Les deux sont très cool. Pour ceux qui n'auraient pas regardé Karma, de quoi ça parle? Je pense que vous allez mieux le raconter que moi. De quoi ça parle, Karma? Du coup, c'est une série qui se passe au lycée. On suit du coup des personnages qu'on a déjà pu voir dans Askip au collège. Ils ont tous un peu, on va dire... Des soucis. Des gros soucis. Non, mais ils ont tous leurs problématiques et ils essayent effectivement de naviguer la vie au lycée, leurs problèmes perso, leur image au lycée aussi, parce que c'est quelque chose qui est important quand on a cet âge-là, c'est quelle image on renvoie, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et donc il y a un peu ce dilemme chez tous les personnages. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la série Karma. On a tous un peu notre façade et puis après nos problèmes personnels qui se lient. Voilà. Votre personnage Dorian fait carrément un comeback de star. Et c'est bien mérité. Ouais. Il arrive au lycée en fanfare. En fanfare, exactement. Ce Dorian-là, il revient d'une école de comédie musicale à Londres. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on s'est un peu inspiré de vous pour raconter ce personnage. Je vois pas de quoi vous parler. Non, je vois pas du tout. Non, mais c'est effectivement, c'est l'avantage des séries où il y a beaucoup d'épisodes comme Askip. En fait, le personnage, il a évolué par rapport à ce qu'il était au départ dans la Bible des personnages. Forcément, quand un scénariste, un réal rencontre un acteur, parfois il peut être inspiré aussi. Et donc même si Dorian est quand même différent de moi, et c'est ça qui est bien d'essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et on retrouve des similarités, notamment celle-là qu'il est allé à Londres pour faire de la comédie musicale. Et donc voilà, là il revient au lycée, il va être confronté à un retour peut-être pas aussi... Un petit retour de karma, là, carrément. Un retour de karma, pour le coup. Ouais. Clairement, au début de la série. Qu'est-ce qu'il a de vous, Dorian, et qu'est-ce qu'il n'a pas de vous? Il a de moi qu'il est... Qu'est-ce qu'il a de moi? Non, mais qui s'amuse... il s'amuse dans la vie. Il est plutôt joyeux. Je dirais qu'il rassemble les gens. Ouais. Et en même temps, ce qu'il n'a pas de moi, en tout cas, ce que j'avais pas encore au collège, c'est cette confiance quand même sans faille. Bon, qui a quand même des failles, on le voit dans Karma justement.
Mais j'aurais bien voulu en tout cas avoir sa confiance en lui et sa liberté qu'il avait au collège. Et c'est ça que je trouve inspirant, c'est qu'il est très libre et il est lui-même à fond, quoi. Il est complètement à fond. C'est une série qui donne la parole aux jeunes pour raconter leur vie, pour raconter des sujets aussi graves comme la santé mentale, le rapport évidemment à la sexualité. C'est une responsabilité de jouer un personnage comme Dorian, qui est un personnage qu'on ne voit pas tous les jours dans des séries françaises. Oui, évidemment. C'est pour moi de toute façon quand on joue un personnage, c'est toujours une responsabilité de faire honneur à ce personnage, à comment il a été écrit. C'est pour ça qu'avec Karma, j'étais en mode on va s'investir. J'ai vu un coach d'acteur avant et on s'est vraiment penché sur des scènes et justement parce qu'il y a des lycéens qui peuvent se reconnaître en Dorian et en ce qu'il vit, donc c'est important de le faire avec sincérité. Est-ce que, puisque vous aviez tourné donc la série avant d'intégrer la Star Academy, est-ce que ça vous a fait un effet un peu étrange d'avoir joué un personnage de fiction et d'être devenu étrangement un personnage de fiction pour nous? Moi j'ai l'impression d'être devant ma télé en vous regardant là, vraiment. J'attends l'orgelet, enfin vous voyez, des choses passionnantes. Alors, vous croyez pas si bien dire? C'est vrai. Parce que hier, j'ai cru avoir un orgelet. Ah, voilà. Et il n'était pas venu en guest? Et non, parce que maintenant, je sais comment m'y prendre. Attention. Non, mais du coup... Ça vous a fait un truc... Enfin, vous vous êtes senti dans une série télé en étant au château? Non, c'est quand même des choses différentes parce que quand on est sur un plateau, par exemple, pour une série, là, c'est genre... Donc il y a Bastiane, on va au make-up, nanani, c'est toujours Bastiane, on se prépare. Et ensuite, une fois qu'il y a action, on est un personnage et on vit quelque chose qui n'a aucun rapport avec nous. Alors que quand on est au château, on n'est pas conscient que... Enfin, on est conscient qu'on est filmé, hein, on sait le concept de la Starac avant d'y aller quand même. C'est bien. Mais c'est notre life, quoi. Genre, on vit notre vie et en plus, les caméras, elles sont un peu cachées. Donc vraiment, au bout d'un moment, tu les oublies et t'es pas un personnage parce que cette fois-ci, t'es Bastiane en off, mais en permanence, quoi. Sur les réseaux, on vous voit dans des vidéos souvent très très drôles. Vous êtes très drôle, Bastiane. À quand une série comique? À quand une série comique? Ouais. Mais quand vous voulez. C'est vrai? C'est un truc qui vous plairait? Ouais, moi j'ai adoré les séries comme Le Flambeau. Ouais. C'est un appel à Jonathan Cohen pour faire une parodie de la Star Academy. Allez, let's go. Ah mais grave, mais ouais. Ça il faudrait grave faire. Non mais en tout cas ouais, un truc qui se prend pas au sérieux, un truc dans le second degré, ça me plairait de ouf. Ouais. Et en termes de séries, qu'est-ce que vous aimez? Moi ce que j'aime, moi j'avais adoré Stranger Things quand même. Ouais. C'est assez iconique. Après, en série française, il y avait La Fièvre. Je trouve que c'est qui est l'une des meilleures séries françaises que j'ai pu voir. Ouais, qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire? C'est une série très politique ouais. sur la montée du fascisme en France, ou en tout cas la possibilité. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire? Justement, j'ai beaucoup appris en regardant parce que ça parle du coup des mécaniques un peu... de manipulation? De manipulation des médias. Et du coup, il y a ce côté super instructif dedans. Et je trouvais qu'il était bien fait, qu'il était bien amené. Et en même temps, un sujet forcément très actuel. Et du coup, cette série, je pense qu'elle était super importante à regarder, justement. Et de faire des projets comme ça m'intéresse aussi. Il y a plein d'adolescents qui vont se reconnaître en vous en regardant Karma. Vous, c'est quel personnage de série où vous vous êtes dit « Oh, ça c'est moi ». Oh mon Dieu. En tout cas, un personnage qui a été important. Un personnage qui a été important. Quand j'étais petit, moi je kiffais les séries Disney Channel, ça me faisait rêver. Après, est-ce que je me reconnaissais? C'était plus aspirationnel. Donc ouais, je dirais ça. Des modèles genre Lizzie McGuire, des trucs comme ça ou moi j'étais la génération encore juste après, donc Shake It Up, Section Genius, Good Luck Charlie et tout. Vous auriez rêvé faire une série Disney Channel? Ah ouais. Ah, ouais. Carrément. Ah mais ça, quand j'étais petit, j'étais en fait, je veux être dans ça, quoi. Donc, Et maintenant, le fait d'être dans une série, ça vous fait quoi? C'est un rêve, franchement. Ouais. C'est un rêve, surtout quand on a la chance de jouer un personnage qui nous tient à cœur, quand on raconte des trucs qui nous tiennent à cœur aussi. C'est trop bien et qu'on se retrouve avec des jeunes autour d'un projet qui est cool. C'est un rêve, franchement. C'est un rêve, mais c'est du boulot aussi, on est d'accord. Ouais. Combien de temps pour tourner la saison de Karma?
La saison de Karma, ça a duré 3 semaines. Ouais, C'était cardio. c'était cardio. Mais on l'a fait parce qu'on était vraiment soudés. On était en mode, on veut bien faire quoi avec ce projet. Et du coup, 3 semaines intenses. Mais c'était super cool. Il y a un truc de bande aussi dans Karma, c'est vraiment une bande d'acteurs qu'on retrouve. Vous avez aussi des figures d'enseignants. On pense à Véronique Jeannot, il y a Camini, tout ça. Comment ça se fabrique une bande de série? Vous étiez tous ensemble. On sent vraiment dans la série que vous êtes tous contents de vous retrouver. Ouais, en fait déjà on a la chance qu'il y ait eu Askip avant, et il y a beaucoup donc d'acteurs de Askip qui sont revenus pour Karma. Déjà on s'est retrouvés comme ça, et après les nouveaux qui se sont rajoutés, du coup c'était l'occasion de les ramener dans cette cohésion de groupe. Vous êtes un peu un meneur de bande, Bastien. C'est vrai, un peu. C'est vrai que moi j'aime bien délégué, on le rappelle. Avec Mélissa, attention. C'est vrai que j'aime bien rassembler les gens, j'aime bien que tout le monde se sente inclus. Pour moi c'est très important. Et ça l'est aussi quand on fait un projet comme une série. Je trouve que c'est important que tout le monde ait son mot à dire et que tout le monde se sente inclus. Est-ce qu'une série uniquement sur Dorian, ça vous plairait? Ouais, moi je kifferais être le personnage principal d'une série. Ouais. Mais après, moi, l'esprit de Karma, c'est quand même la bande. La bande, et c'est le fait qu'il y ait plein d'intrigues différentes et que justement chacun puisse se reconnaître en un personnage différent. Donc non, peut-être une autre série. Ok, je rajoute, est-ce qu'une série comédie musicale avec Dorian, ça vous plairait? Mais oui. Mais la vraie réponse, c'est évidemment. Voilà, un Glee avec Dorian. Allez, mais Glee. Mais faisons un Glee à la française, allons-y. Il y aurait qui dedans? Vous aimeriez faire ça avec qui? Ah mon Dieu. Vos camarades de la Star Academy, vous les emmèneriez faire Glee? Ah mais oui, on fait une série Glee avec la Starac de ouf. Glee, ça a été important pour vous aussi? Glee, moi j'ai kiffé. Ouais. Après, je sais que c'est décevant pour les gens, mais genre j'étais pas en fait un maxi fan, genre j'ai pas tout regardé, mais moi évidemment que je connaissais, mais c'est vrai que c'est super inspirant. C'est pareil que les séries Disney Channel, c'est une fantaisie, c'est un truc un peu irréel dans lequel on a envie de vivre en permanence, quoi. Donc on vous a connu au collège, au lycée. Est-ce que vous vous imaginez ce que Dorian va devenir? Parce que là, il est en terminale. Ouais, il est en terminale. Déjà, il va falloir qu'il survive la terminale. Ouais. Et ça, on est tous passés par là. Voilà. Et moi, c'était l'année Covid, donc c'était... C'était chez vous. Donc, voilà, c'était chez moi, en visio. Mais non, et après, il va faire des comédies musicales. Hein. Ouais. Il va kiffer sa life, il va percer. Il va percer. Très fort. Il va percer très fort. En ce moment, donc, vous êtes en tournée avec la Star Academy, c'est complet, hein. Enfin, c'est vraiment un succès énorme. Moi, j'ai une vraie question, est-ce que ça mate des séries dans le tourbus? Grave. C'est vrai? Qu'est-ce que vous regardez? Du coup, moi, je rattrape Stranger Things saison 5. Ouais. Franchement... Donc dans le noir du tourbus, comme ça, vous regardez. Ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Mais je me dis, il faut que je la finisse quand même, parce que c'est... Déjà, on a tellement attendu pour cette saison. Allez, on y va. On y va. Après, ça me passionne pas autant qu'avant, malheureusement. On est un peu déçus. Est-ce que vous discutez séries tous ensemble? Est-ce que vous refilez des conseils? Parce que c'est long les trajets entre plusieurs villes. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Ou ça parle musique plutôt ça... Franchement, ça parle musique. En fait, on se fait écouter un peu nos démos. Ah oui. De ce qu'on prépare. Oui, parce que la suite, c'est ça. C'est pas des séries, c'est de la musique. C'est de la musique. Ouais. Après, il y aura... Moi, j'ai envie de tout faire. Ouais. Non, mais j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent, des choses qui me parlent. Et donc, moi, l'acting, c'est sûr que je vais pas lâcher, même si, évidemment, la musique, ça prend une part très importante actuellement. Alors, je pose ma question à tous les invités qui viennent ici. C'est quoi, pour vous, une bonne série? Il y a quoi dedans? Une bonne série, pour moi, c'est quand tu t'attaches aux personnages. Ouais. Je pense que c'est la base, parce que, du coup, tu les suis pendant longtemps. Il y a des personnages que vous avez suivis comme ça pendant longtemps? Stranger Things, donc? Ouais, je pense à Scam. J'avais regardé Scam, c'est pareil, c'est des séries où tu as envie de suivre leur quotidien. Mais pourquoi j'ai un blanc? Je regarde plein de séries. C'est ta série mania, il y en a plein partout. Mais oui, en plus. Mais ouais, je pense que d'avoir des personnages attachants, c'est très important. Et les séries, ça se regarde tout d'un coup ou vous attendez entre chaque épisode? Moi, j'attends. Moi, Ouais. je suis très de la team. Tu vis avec une série pendant un temps. Je suis pas trop un binge-watcher.
Ouais. Genre c'est un épisode par soir, à part si vraiment je suis obligé de regarder la suite. Et les séries, c'est plutôt canapé ou dans son lit? Ou dans un tourbus aussi? Dans le lit du tourbus. C'est vrai, il est bien le lit du tourbus. Il est bien, il est super confortable. Une série dans laquelle vous aimeriez vivre? Je dirais Glee, hein. Ah ouais? Ouais. C'est vénère quand même par moment, Glee. Ils sont pas assez... Ils se Oui, battent. vers la fin, oui. Ouais. Glee? Donc pas mais Stranger Things, sinon, on est à peu près non, d'accord. pas Stranger Things. Sinon, The Good Place, Quand ils y croient encore. Quand ils y croient encore. Ouais. Il y a quoi d'autre comme série Dans Karma, vous aimeriez y vivre? Dans Karma, on aimerait y vivre, hein, franchement. Complètement. Ouais, parce que c'est un peu une bulle fantasy, justement. C'est réaliste et en même temps, il y a ce côté un peu... on sort de l'ordinaire, donc ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Bastian. Karma, c'est toujours disponible sur France TV / et je vous souhaite une belle rencontre avec les fans aujourd'hui. Merci. À bientôt. Cool. Ciao. Merci. Et À maintenant, on accueille les critiques, puisque chaque jour à cette table, leur karma est pas sûr d'être nickel, à mon avis. Merci, Bastien. Vous pouvez quitter la table, filer. Il y a des méchants critiques qui arrivent. Pas sûr que donc que leur karma soit nickel. On va voir ça aujourd'hui à la table. Audrey Fournier du Monde, Perrine Kenson de Cinématiseur et Pierre Langlais de Télérama. Comment ça va le karma pendant que vous vous installez? C'était quoi votre série d'adolescence? Et est-ce que vous avez pris un coup de vieux quand Bastien a dit « Moi, ma terminale, c'était pendant le Covid » Si, on vous entend. Ouais. C'est ça à peu près. Mensonge. Perrine. De quoi votre karma, comment il va? Mon karma, il survit. Je sais pas. Oui, non, ça va. Pour l'instant, le karma, j'ai l'impression de faire des choses bien quand même, non? C'est vrai. Déjà, je suis là. C'est pas vrai, mal, je suis là à l'heure. C'est vrai. Bon point de karma. Audrey, votre série d'adolescence? X-Files. Ah oui, d'accord, ça Oui, explique je me beaucoup de souviens. choses. Dans mon lycée, il y avait une table dans un cours et quelqu'un avait écrit "La vérité est ailleurs". Donc, Et là, ça m'a fait rêver pendant des années. 17 en philo. On va parler donc dans quelques instants de l'un des invités d'honneur du festival, Russell T. Davies, qui va donner ce soir une masterclass. Mais juste avant, 2 séries pour 2 univers très différents. On démarre avec Babies, chronique anglaise qui suit le parcours difficile d'un jeune couple pour avoir un enfant. C'est la nouvelle série du créateur de Mum, Stéphane Golazewski, un de vos créateurs de séries préférés, Perrine. Donc forcément, vous attendiez son retour. Et forcément, c'est sûr que même... Alors, entre-temps, il avait fait une autre série qui s'appelle Marriage aussi. Moi, j'aime beaucoup Stéphane Golazewski parce que c'est justement, il fait des séries que j'ai pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est des séries où, en fait, il va prendre du temps. Ça ne répond à quasiment aucun cahier des charges tout à fait. Ça ne répond pas tout à fait à l'air du temps. Et ce qu'il aime, c'est explorer comme ça l'intimité. Donc, dans Mum, c'était une femme qui avait quoi, début de soixantaine peut-être, et qui avait perdu son mari. Et on suit d'une certaine façon son retour à la vie. Dans Marriage, il était sur un couple, voilà, Parlait d'un mariage. qui parlait d'un mariage, voilà. Très bien trouvé. Et est-ce que Babies, ça parle de bébé? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, oui, ça parle de bébé, mais ça parle surtout malheureusement de perte d'enfants, les fameux, enfin en tout cas des enfants. Je cherche le mot parce qu'il y a un mot très précis pour parler de ça, mais en tout cas de la grossesse, fausse couche. voilà, la fausse couche de grossesse qui ne vont pas jusqu'à leur terme, et donc ça parle de ça, et c'est encore une fois un sujet qui n'est pas facile, qui est très difficile à attraper, pour ne pas en faire un cas seulement médical, pour ne pas en faire non plus un drame ultra larmoyant tout le temps. En fait, il arrive à trouver une ligne au milieu, à nous raconter comment ces gens traversent ce moment, comment ce couple qu'on va avoir au cœur de la série traverse ce moment, et comment finalement garder peut-être un peu une forme d'espoir, et surtout comment continuer à vivre, à être en couple, à s'aimer quand tout s'écroule autour de nous. C'est un petit peu ça l'idée. Pierre, est-ce que Babies vous a touché avec un sujet pareil? J'imagine, vous qui êtes jeune papa en plus. Alors j'ai eu beaucoup plus de chance que ce couple, mais j'ai connu ces mois-là de difficultés, et donc cette partie-là m'a beaucoup ému. Elle a été, je vais être franc avec vous, très pénible à regarder. D'autant qu'à mes âges, à nos âges, on a presque tous autour de nous des gens qui essayent d'avoir des enfants, qui ont essayé et échoué. Et on connaît ces histoires-là. Et c'est douloureux à regarder. Ouais, moi, c'est très douloureux à regarder. Et il y a toujours une frontière très fragile entre la catharsis, donc voir quelque chose et se dire... Cette histoire-là permet de digérer quelque part la difficulté de l'existence et le trauma qu'on ne peut pas surmonter. Et je pense que cette série, elle est sur la frontière. Le couple central, moi, je les trouve très beaux, à tous les sens du terme. Par ailleurs, ils sont très beaux physiquement, mais ça suffit pas. Ils rient beaucoup. Et si c'était que leur histoire, en fait, je pense que je voudrais la voir jusqu'au bout, parce qu'il y a quelque chose de très beau, même dans la souffrance, ils sont beaux tous les deux. Il y a un deuxième couple
que je Et là, ne ils sont pas comprends beaux, pas. c'est ça. Non, mais que je ne comprends pas, qui n'ont rien à faire ensemble et qui me mettent mal, mais presque encore plus mal que ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'ai envie que les deux, en fait, ils s'en aillent très très loin. Dès que je les vois, je suis mal. Je vais être franc avec vous, j'ai pas fini le 2e épisode parce que je n'en pouvais plus de vouloir casser mon ordinateur dès qu'ils apparaissaient. Ne cassez pas les ordinateurs, Pierre. Audrey. Oui, je suis assez d'accord. J'aime bien l'idée de faire une série autour de ce sujet qui effectivement est un sujet de plus en plus répandu. Bon, Pierre, moi aussi j'ai connu ça. J'ai vu ça aussi autour de moi, tout simplement parce qu'on a des enfants de plus en plus tard. Donc c'est une situation qui devient commune à Oui, c'est sociologique. C'est sociologique et c'est même biologique en fait. Et la série montre très bien à quel point ça prend tout l'espace et à quel point ça prend la tête, à quel point ça pète les relations dans le boulot, dans le couple, dans les amitiés aussi. Ça, c'est plutôt bien vu. À quel point ça peut détruire le quotidien. Ça, c'est pas mal. Et ce couple, je le trouve effectivement très juste et je le trouve presque trop juste en fait. C'est-à-dire que la solidité... C'est trop bien écrit. C'est pas forcément trop bien écrit, mais en tout cas c'est trop touchant, un petit peu trop parfait. Tout est un tout petit peu trop appuyé, les intentions sont un tout petit peu lourdes. Et alors Perrine disait, il prend son temps, il nous prend beaucoup de temps quand même, beaucoup de temps. Et en face, effectivement, il y a ce deuxième couple qui n'a pas d'enfant. Lui, il a un fils de son côté, mais ils n'ont pas d'enfant ensemble pour des raisons qui sont très différentes. Et pour l'instant, on n'a vu que 2 épisodes. On comprend absolument pas comment ces 2 couples s'articulent. Et effectivement, il y en a un qui est tête à claque. Et l'autre, par rapport, est presque trop mignon, trop gentil. Oui, mais justement, c'est là où je dis que ça prend du temps. On l'avait déjà vu avec Mom et dans toutes ces autres séries, en fait, c'est qu'il nous demande d'être assez patient et de pouvoir prendre du temps avec lui et avec ces gens pour qu'on apprenne à les découvrir. Et en fait, finalement, même ce couple qui, en effet, l'autre couple, mais un petit peu mal à l'aise, justement, j'attends de savoir, et on commence déjà à voir des bribes de ce qui, un petit peu, est en train de se mettre en place. Et en fait, on va voir aussi, notamment dans le couple plus idéal, de l'autre côté, le aussi couple des Jambeaux. Hein, le couple des Jambeaux, voilà. Ouais. En fait, comment aussi cette douleur, cette violence en fait de la perte d'enfant va s'inscrire et va se mettre dans des petites fractures et éclater ce couple. Et moi j'aime bien qu'à un moment donné quelqu'un me dise, je ne te donne pas une recette, je te demande d'être patient, regarde avec moi et juste prends le temps de découvrir ces gens. Donne-moi le temps. Je suis d'accord et je défends toujours les séries qui prennent leur temps. Je suis le premier avocat français de Rectify, qui est la série qui prend son temps. 2 fois que vous la citez dans ce 2 fois podcast. et seulement une fois The Leftovers. Enfin, je me rappelle. Ah bah c'est fait 2 fois. C'est fait, voilà. En fait, moi je veux bien attendre, mais pas en me faisant lécher les pieds par une chèvre, si vous voyez ce que je veux dire. Ne créez pas des images comme ça Le qui restent dans la tête des supplice. gens. En même temps, le Ça malaise... manque un peu de rugosité quand même. Hein, non mais cette attente. c'est pas. Je suis pas d'accord, justement, le malaise que ça crée, plein de moments, mais en fait, on est obligé de... En fait, on vit ce que ces personnes sont en train de vivre. On Oui. vit les non-dits, on vit Sauf le que malaise. ça, oui, ça, Et je moi, suis d'accord. avec eux. En fait, c'est la première fois que je suis pas en train Ça, d'être je suis- spectateur, je suis en fait en train de ressentir. Le couple presque principal, actrice je de suis cette d'accord histoire. avec toi, Perrine. Bien. Le couple principal, je suis d'accord avec toi. Même les autres. Et dans la souffrance, et toute la séquence de fin d'épisode 1 où elle est au fond du gouffre, et où lui, tu sens qu'il commence, il y a quelque chose de dur qui est de, je suis totalement incapable, j'ai pas la puissance, j'ai pas la capacité de rassurer la femme que j'aime, j'ai pas la capacité d'arrêter qu'elle pleure, je peux rien faire. Pas de recette, en fait. Et du On coup, nous c'est donne en pas train de recette. fracturer notre couple. Et il y a quelque chose de très juste à la fin du premier épisode où il se répète, on va y arriver, d'une part, on va s'en sortir, et elle dit une phrase très juste qui, nous ne serons pas ça. Nous ne serons pas limités à cet échec. On va pas être défini par ça. Parce On va que pas être justement, défini par ça. Et ça, c'est très, très juste. c'est pas une série sur la victimisation. C'est pas une Très, série très sur- juste. Mais, encore une fois, ce deuxième couple, mais même j'avais le même problème. Le couple Peut-être regarder central- que la moitié de la série, en gros. le couple central de Mum, eux, les vieux, entre guillemets, je les trouvais bouleversants. Et toute la famille autour, j'avais envie qu'ils meurent. Mais non, parce que si on regarde Waouh, sur la carrément. durée, ils sont tous magnifiques les uns. Parce qu'en fait, Golazowski, comme d'autres créateurs de séries actuels en Angleterre, en fait, nous font comprendre que tout le monde est intéressant si on prend le temps de les regarder, même dans leurs défauts. J'ai Moi, pas le c'est temps, ça qui comme me disait plaît. l'autre. Audrey. Oui, justement, je crois qu'une série dans laquelle tout le monde est intéressant, c'est une série qui manque un tout petit peu sa cible. Moi, j'aime bien Je quand suis même pas quand il y a des moments qui nous enragent, des moments un peu rugueux. Allez, des l'enragement, moments- c'est de ce côté-là. Oui, Hein. oui. Ça enrage souvent de ce côté-là. Ouais, du côté de Pierre. Bien, ça s'appelle Baby, c'est en compétition au Panorama avant peut-être une diffusion en France. On rappelle que Mom c'était disponible sur Arte, si je ne dis pas de bêtises. Autre proposition étonnante du Panorama, une série belge en forme de jeu télévisé sordide. The Best Immigrant imagine une Flandre dirigée par l'extrême droite qui transforme le droit d'asile et le parcours des migrants en spectacle télévisuel. Un sujet fort, une dystopie façon Squid Game qui résonne encore une fois avec notre époque. Ça n'arrête pas à Sérimania. Pierre, qu'est-ce que c'est que cette série ? C'est un sujet fort. Ouais.
Ah, Non, allez-y. alors, le premier épisode, donc l'histoire, pour essayer de la simplifier, hein, c'est en Flandre, un parti d'extrême droite est élu, sécession de la Flandre, donc la Belgique devient 2 pays en gros, et le gouvernement en place décide tout simplement de renvoyer hors du pays toute personne qui n'est pas née en Flandre. Et il va y avoir une solution, entre guillemets, c'est qu'ils vont créer un jeu télé, The Best Immigrant, le titre de la série, où ils vont caster un certain nombre... Et lire, en fait, le... Alors oui, d'abord caster, ils vont aller chercher, etc., des gens, et en gros, il va y avoir des questions de grammaire, de tout ce que vous voulez, pour déterminer qui est un bon flamand. Et ça vous offre une carte de séjour. Et il y a au centre de cette histoire-là un couple, ils sont tous les deux d'origine étrangère, et donc ils se retrouvent impliqués là-dedans, et ils jouent à ce jeu où c'est un mélange d'humiliation permanente et de espoir, je mets des guillemets, puisqu'il y a quand même une chance de pouvoir avoir une vie meilleure. Il faut quand même préciser que c'est assez vicieux, parce qu'ils prennent des gens qui, s'ils sont renvoyés dans leur pays, pour une bonne partie d'entre eux, vont être assassinés. À peu près, ouais. Il y a des choses assez violentes. Le premier épisode m'a énormément déçu, parce que je trouve ça d'un didactisme. C'est vraiment la caricature de la série, pour moi, coproduction internationale, où il faut que tout le monde comprenne bien que voilà, lui, c'est le gentil, lui, c'est comme ça et tout. Donc j'étais très désintéressé, et notamment parce qu'on allait en débattre, je suis allé voir le deuxième que je trouve vous avez fait votre boulot, je trouve ça un peu plus intéressant, parce qu'on est à ce moment-là dans le huis clos du jeu complètement. Donc on se débarrasse un petit peu de la mise en circonstance, etc. Et là, je trouve que c'est suffisamment méchant, brutal et malaisant. Je me suis commencé à me dire, si ça se trouve, ça va être suffisamment ambigu pour que ça m'intéresse. Donc j'ai envie de voir la suite. Mais ça, c'est très mal amené, je trouve. Audrey? J'en ai marre d'être d'accord avec Pierre. Ah oui, non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Alors effectivement, sur un... Vous voulez qu'on en parle, Audrey? Oui. Sur un sujet qui est quand même plus propice au casse-figure, je trouve, que Babies, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. On est effectivement dans un cauchemar trumpien, c'est-à-dire une espèce de mélange de télé-réalité et de fascisme. Alors, je suis d'accord, c'est pas hyper subtil non plus dans la description. Le pitch l'est pas, en tout cas. Le pitch l'est pas, puis ça va très vite au début, la mise au pas de cette communauté-là, l'internement dans un camp, la déportation, tout ça, c'est effectivement assez didactique. Mais l'émission, dans tout son kitsch, moi, ça me rappelle un petit peu The Regime, la série avec Kate Winslet. Vous savez, cette espèce de décomplexion totale dans le racisme. Et dans c'est Running Man aussi, visuellement. Oui, aussi. Et surtout, ce qui m'a intéressée, c'est que ce dispositif de la télé-réalité, il permet de parler de la mise en scène. Et qu'est-ce que c'est que la mise en scène de ce qu'on attend des immigrants? C'est-à-dire que c'est des immigrants dont on dit, voilà, il faut que vous parliez flamand, il faut que vous ayez de la culture générale, que vous sachiez cuisiner tous les plats locaux, etc. Et en même temps, on va les ramener systématiquement aux clichés sur leur pays. Par exemple, il y a un père et sa fille qui font une petite vidéo de présentation façon Starac, quoi. Et à la fin, c'était avec nous juste avant. Exactement. Et l'animateur leur demande, oui, tu veux pas faire un petit mouvement de Jackie Chan, parce qu'ils sont d'origine chinoise. Donc on va les ramener à ce qu'ils sont. Et tout ça, ce dispositif permet d'interroger ces paradoxes qu'on fait peser en fait sur les étrangers à l'intérieur d'un pays. Ça, je trouve ça assez fécond. Il y a une vraie méchanceté dans la série. Est-ce que cette méchanceté vous a touché, Perrine? Oui, mais en fait, je reviens aussi sur ce que... Vous voulez reparler de Babies? Audrey, non, oui, je vais reparler de Babies, parce que bon, enfin, un peu de douceur dans ce monde. Je suis d'accord, en fait, sur le côté... dans les intentions, oui. C'est dans les intentions, et tout ce que tu viens de dire, notamment sur la manière dont ça nous parlait de des clichés, de la manière dont on voudrait catégoriser les gens, comme la série le fait, et de manière ultra démonstrative avec ce jeu, tout à fait d'accord. Mais tout ça, pour moi, dans la série, reste à un niveau d'intention. Parce qu'après, il y a un problème, c'est la série en elle-même. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, comme le jeu qui essaye de catégoriser les gens comme ça, et bien en fait, la série elle-même catégorise ses personnages en permanence. C'est-à-dire que tous les personnages correspondent à des clichés, à des stéréotypes de série. Il y a des fonctions de scénario. Il n'y a que des fonctions de scénario. Et en fait, à un moment donné, vu que la série dénonce ces fonctions qu'on appose sur les personnes en fonction de leur nationalité, de leur être, de leur personne, ben en fait, finalement, la série en elle-même, dans le projet, le fait. Elle ne fait que créer des fonctions. Chez ces personnages, je peux te dire exactement, il y a la méchante productrice. Et puis il y a le type qui est lui-même pris entre deux feux. Parce le côté flamand est pas génial. En fait, tout est... C'est-à-dire le côté... Ah oui, la partie... pas le fait que la série soit en flamand, le fait les personnages flamands. Les personnages du côté flamand. Ok, en fait, c'est une très bonne idée de départ. Je trouve qu'il y a par contre un souci, finalement, de conception. C'est ça mon problème.
Ça s'appelle donc The Best Immigrant, c'est en compétition également internationale. On parlait de dystopie et capacité à raconter le monde. Il a signé avec Years and Years une série prophétique, le papa de Queer as Folk, du retour du Doctor Who, mais aussi d'It's a Sin. Russell T Davies est à l'honneur aujourd'hui au festival. Audrey, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre de ce créateur britannique, c'est quoi pour vous le style T Davies? Pourquoi c'est un événement qu'il soit là? Alors, Russell T Davies en 3 points. Bien sûr, allons-y. Voilà. Russell T Davies, c'est en 1999, c'est Queer as Folk. C'est une grande série qui parle de 3 hommes homosexuels à Manchester. Et à l'époque, c'est la première fois que j'entends parler d'une série comme d'un événement politique. Le sida est en train de refluer lentement. Tony Blair est Premier ministre. Et tout à coup, il y a une espèce d'étau qui se dessert autour de cette communauté. Et ça donne une série qui fait énormément réagir, énormément parler à l'époque. Ça a été vraiment une tollée à l'époque. Qui reste pour moi un chef-d'œuvre absolu. Et c'est le showrunner de l'homosexualité libre, assumée et joyeuse. Ce qu'on se retrouvera ensuite plus tard dans It's a Sin. C'est ensuite la personne qui a ressuscité Doctor Who après un laïus d'à peu près une quinzaine d'années et qui fait en quelque sorte entrer le Doctor Who dans la modernité, qui le rend un peu plus camp encore qu'il ne l'était. Un peu plus pop. Encore un peu plus pop. Et c'est le Doctor Who qu'on peut voir encore aujourd'hui. C'est vraiment le Doctor Who de Russell T Davies. Et enfin, Russell T Davies, c'est celui qui avait prévu la réélection de Donald Trump. C'est vrai. Et ça, c'est pas rien. Dans une mini-série qui s'appelle Years and Years, qui est une dystopie absolument flippante sur la catastrophe écologique et politique qui nous attend dans un futur très proche, et donc qui avait prévu la réélection de Donald Trump. C'est tout ça, Russell T Davies. De toutes ces séries-là, Pierre, laquelle est votre préférée? C'est quoi pour vous, Russell T Davies? C'est assez bien résumé. Vous avez un bon point, Audrey. J'ai bossé. Assez bien. Non, C'est conseil de classe, vous passez... Bravo, 3 T. Bon, vous avez des T en plus. Seulement Ouais, mais je sais pas, ça manquait un... Non, je déconne. Allez-y. Bon, alors, plus sérieusement, c'est quelque chose que je trouve très fort chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est capable, quand on parlait de The Best Immigrant, de divertissement politique, c'est quelqu'un qui est capable de faire des séries qui ont l'air anodines, innocentes, joyeuses, des comédies, on rigole bien, et d'un coup on se prend la porte de l'existence de l'humanité et du monde dans les gencives à pleine vitesse, quoi. Qui est capable de raconter des histoires avec énormément de joie, c'est très pop, c'est très coloré, ça va très vite, et ça nous laisse dans un état de sidération. Et évidemment, Years and Years est le meilleur exemple, c'est peut-être sans doute sa série la plus brutale en termes de... parce que ça va aussi à 2000 à l'heure, etc. Oui, c'est une dystopie quotidienne, en gros. C'est le futur raconté à l'échelle d'une famille. Même It's a Sin, en fait, c'est souvent construit de la même façon. C'est que il nous emporte dans quelque chose de très... c'est d'une vie absolue. Ça déborde d'humanité, de joie, etc. Pour ensuite mieux nous rappeler qu'au bout de tout ça, il y a de la souffrance, de l'horreur, et qu'en fait, on peut quand même survivre, qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut... Et je pense que c'est pour ça que It's a Sin est sans doute une série clé dans sa filmo. Une série sur l'épidémie de sida en Angleterre. Parce qu'elle est en partie autobiographique et parce qu'on comprend mieux d'où il vient et ce qu'il a vécu et ce que ceux de sa génération ont vécu. Et sa prochaine série Tiptoe, qui est présentée au Forum ici, touche à ça aussi, c'est-à-dire il y a de la joie, mais... Et il y a toujours ce mais chez Russell T Davies, qui est un mais qui est politique à un degré équivalent, mais c'est très très politique. Audrey citait le Doctor Who, c'est une institution. Il y avait Stephen Moffat qui était là lundi, qui était lui aussi l'un des artisans du Doctor Who. Le Doctor Who, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Perrine, et pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est une institution, le Doctor Who? Pourquoi c'est une institution? Déjà parce que c'est là depuis très très longtemps en fait. Le Doctor Who, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les années 60. Voilà, c'est depuis les années 60. Et donc tous les temps de temps, on va avoir un nouveau docteur. Là, je pense qu'on en est au 14e docteur. Et en fait, ce docteur, il vient à la fois, il peut voyager à travers le temps. C'est pas un vrai docteur, il faut expliquer aux gens. Il n'est pas vraiment docteur. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas de où il vient exactement. Un Time Lord. Gallifrey, si je dis pas de bêtises. En fait, il peut voyager à travers le temps, à travers les époques, à travers tous les endroits, grâce notamment à son super TARDIS, qui est une sorte de police box, enfin en tout cas de cabine téléphonique bleue de police, d'une certaine façon. Bref, il y a tout un univers autour du docteur, il y a tout un vocabulaire et tout un univers autour du docteur, et qui nous permet de voyager à travers le temps, les époques, les personnalités. Finalement, c'est un peu Code Quantum, mais en fait, avant Code Quantum, c'est un peu l'idée. Et le fait de pouvoir le réinventer en permanence, puisque le docteur va changer de visage, va changer de personne tous les temps de temps. Et de sexe même. Et de sexe aussi, puisqu'on a eu notamment un docteur féminin.
eh bien, en fait, ça nous permet de poser des questions sur la société. Par le biais de la fantaisie, par le biais du fantastique, on va pouvoir tout le temps questionner, interroger la société à toutes les époques, et surtout avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de fantastique, et en même temps, ce que disait Pierre, c'est vrai, et en même temps, une manière de nous renvoyer dans la figure une certaine réalité, une certaine violence aussi, mais toujours avec, voilà, c'est quand même très très drôle et très très charmant, le docteur. Et c'est vrai que ce qu'il a fait, Russell T. Davies, c'est en lui redonnant un petit coup de jeune, en fait, à ce docteur, avec notamment des acteurs comme David Tennant, voilà, qui vont vraiment nous emporter. Voilà, il a vraiment donné ça. Mais je reviens juste aussi sur tout simplement Russell T. Davies. Moi, ce qui me plaît, que ce soit dans le Docteur, que ce soit dans Years and Years, que ce soit dans It's a Sin, et puis dans Queer as Folk aussi, c'est en fait c'est l'art de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui sait, il va apporter, enfin, toucher des sujets difficiles. Voilà, le It's a Sin parle du sida et vraiment on se prend plein dans les dents ce qu'étaient les années sida, mais en fait toujours avec des personnages. En fait, il n'oublie pas la narration, il n'oublie pas de nous raconter des personnages, il n'oublie pas de nous raconter des histoires. C'est pas parce qu'il est en train de toucher à des sujets très difficile, très fort, et qu'il veut nous alerter, nous faire comprendre des choses comme dans Years and Years. Il avait aussi prédit la mort de la reine. C'était pas un pari qui était pas... Oui, mais à la bonne date, c'est quand même pas mal. Ah, c'est pas mal. Et la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, elle a prédit beaucoup de choses. Mais en fait, non seulement il arrive à nous parler de la société très, très clairement, mais surtout, encore une fois, il n'oublie pas de nous raconter des histoires avec des gens à qui on s'attache. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment sublime, en fait. Il avait commencé par écrire de la fiction pour enfants à la BBC. Avec une série avec Kate Winslet. C'est le premier le premier rôle de Kate Winslet. C'est le premier rôle de Kate Winslet. La masterclass de Russell T. Davies, c'est ce soir à Sérimania et c'est à retrouver sur YouTube. On finit comme chaque jour par vos recommandations. Perrine, c'est à vous. Eh bien, justement, je vais remettre une couche sur Stéphane Golazowski parce que, histoire de... Voilà. Je recommande, si vous ne l'avez point vu, je vous encourage à le voir. C'est disponible, on peut l'avoir à l'achat en VOD, etc. C'est Mum, justement, la série Mum. Oui, Pierre, je vais recommander Mum parce que, voilà, raconter l'histoire de cette femme qui, à 60 ans, a perdu son époux et comment elle va se reconstruire et à travers sa famille et comment on explore finalement la manière de gérer le chagrin, de gérer le deuil et en même temps les défauts des autres. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. Et encore une fois, on m'a pas imposé un rythme, on m'a demandé juste d'accompagner cette femme et je voudrais l'accompagner encore 10 ans de plus. Il n'y a que 3 saisons, malheureusement. Si je dis pas de bêtises, même ça avait été présenté à Sérimania. Si je dis pas de bêtises, il me semble, il y a quelques années. Oui, il me semble, hein, c'était il y a quelques années. Ouais. Pierre. Alors moi alors c'est toujours compliqué parce que c'est une série qu'on a vue ici, on a vu que 2 épisodes, donc c'est compliqué de dire. C'est la règle à Sérimania. Exactement. Si je vais aimer jusqu'au bout, je fais partie de ceux qui ont aimé Paolo, qui arrivera plus tard sur HBO Max en France. La série de Sébastien Marnier. Sébastien Marnier que vous avez reçu ici, ce qui est assez étrange et malaisante pour me plaire, l'histoire d'un déménageur de la région de Reims, si je ne dis pas de bêtises, qui tombe par hasard sur une affiche de campagne électorale municipale d'un vieux camarade à lui et qui va, on va le dire, développer une fascination assez malsaine pour cet ancien camarade. C'est une chronique horrifico-comique, parce qu'il y a une dose d'humour, un casting assez improbable et assez réussi, mené par Jérôme Niel, mais on croise aussi Bernard Ménez, Philippe Catherine, plein de visages qu'on n'aurait pas forcément mis ensemble, des gens de la comédie française. Alors, je ne suis pas parmi les critiques qui disent « Oh là, cette série est cinématographique » parce qu'une série, c'est sérigraphique. Cette voix, elle vient d'où Voilà, tout à fait. C'était une imitation de critique cinéma prétentieux. Mais en l'occurrence, il y a du cinéma, quoi. Il y a de la mise en scène, il y a des vrais partis pris esthétiques et ça fait plaisir. Et il y a une tension permanente. Et en plus, j'ai l'impression que ça peut dire quelque chose de la politique française. Donc j'ai envie de voir où ça va. Et vous aimeriez la voir au palmarès, puisqu'elle est en compétition? Oui, je pense qu'elle peut mériter un petit quelque chose. On verra quoi. Audrey, pour terminer. Alors moi, j'ai vu au Panorama, donc dans la sélection Panorama, j'ai vu une série qui s'appelle The Flows, que j'aime beaucoup, qui est une espèce de croisement entre The Office et les Shadocks, je dirais, pour la dynamique de groupe. C'est une comédie de bureau. Série allemande. Une série allemande. Alors, il n'y a pas beaucoup de comédies qui nous viennent d'Allemagne. C'est important à souligner. C'est une comédie de bureau. Eric, quand même. Oui. Ça dépend comment vous le regardez, Pierre. C'est une série complètement barrée et ce sont des circassiens qui l'ont faite et qui jouent dedans. Donc il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. Il y a des scènes entières qui sont sans dialogue, qui sont muettes, qui sont uniquement sur les déplacements, les mouvements et le tableau, la composition du tableau, c'est assez chouette. Alors,
ça se passe dans un bureau, ça pourrait être l'Allemagne dans les années 90, 80, c'est une entreprise, une administration, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, qu'est-ce qu'ils font, on n'en sait rien non plus, on sait juste qu'ils font des choses de bureau, c'est-à-dire ils grattent du papier, ils font des réunions, ils boivent du café, ils vont à la cantine, ils vont cloper de temps en temps, ils font des photocopies. Et ça donne lieu à plein de scènes avec une revisitation de tous ces moments-là, mais de façon complètement burlesque. Donc c'est des tableaux, plus qu'une série. En même temps, c'est 20 minutes à chaque fois, c'est extrêmement jouissif à regarder, et surtout c'est très très original. Ça s'appelle Flows et c'était présenté au Panorama. Merci Audrey Fournier, Pierre Langlais et Perrine Kenson. On se retrouve demain avec du foot féminin et des passements de jambes critiques. D'ici là, Série Mania, ça continue. Rendez-vous demain, toujours à Lille, toujours en public. Allez, salut!